Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette conférence ICM Amos. Je me présente, Robert Cloutier, je suis le président de la section ICM Amos. Avant d'aller plus loin, comme à chaque conférence, je tiens vraiment à remercier les commanditaires. Ce que vous voyez s'afficher sur le Zoom et le Facebook, c'est les commanditaires de la saison actuelle qui commence 2023-2024. Vous les voyez aussi à l'écran dans le moment. Puis, je tiens encore à mentionner qu'il y a encore de la place pour des commanditaires. Puis, un gros merci à nos commanditaires Cocktail, IDEC Industrie, les citoyens Aricana, MI3 et Forage Nordique. Je le sais, il y en a un cinquième, mais il n'a pas encore confirmé. On va y laisser la chance. Je l'ai mentionné aussi la dernière conférence, mais juste le redire. On a, cette année, on a renouvelé encore les bourses de présence pour les étudiants. Avec les étudiants à temps plein, 18 ans et plus, n'importe quelle discipline, ça n'a pas d'importance. Si vous venez réseauter avec nous autres, vous avez une chance, vous devenez éligible, ça vous donne une chance de gagner une des 5 bourses de 1 000 $. On en fait tirer 2 à Noël, puis 3 au mois de juin. La seule chose qu'on va vous demander, c'est une preuve de scolarité. La feuille de présence qui circule, ça me sert à vous envoyer là, les PDF des présentations, puis vous envoyer aussi les attestations de présence. Les gens qui sont en ligne, s'il vous plaît, communiquez-moi votre courriel. Parce qu'entre autres, sur Zoom, des fois, je vois iPad de X. Ça ne me donne pas grand chance de vous envoyer la présentation. Même si vous êtes en ligne sur Zoom, je peux vous envoyer la présentation. Puis avec Zoom, je suis capable de savoir que vous êtes présent. Donc, vous envoyez une attestation de présence. Sur Facebook, l'attestation de présence, c'est pas mal plus difficile, par exemple, parce que je n'ai pas d'évidence que vous êtes là. Mais, envoyez-moi vos coordonnées. Si vous voulez vous inscrire à la liste d'envoi, vous pouvez envoyer un courriel à icm.amos@gmail.com, puis on va vous ajouter, sur la liste d'envoi, puis vous allez recevoir les invitations pour les activités. Suite à la conférence la semaine passée à Montréal de l'AMQ Explore, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé c'est quoi la différence entre être membre d'ICM Amos puis être membre de l'ICM national. C'est deux choses différentes. Si on est membre de national, on n'est pas nécessairement membre d'une section. Dans le cas de la section ICM Amos, il n'y a pas de membership à payer. On fonctionne seulement avec des commandites. C'est les commandites qui nous permettent de réaliser les activités. Je ne peux pas parler pour toutes les sections. Il y en a qui ont un membership à payer, mais nous autres, il n'y en a pas. Ensuite, si vous êtes membre de l'ICM national, ça vous donne des avantages aussi au niveau du national qui sont quand même intéressants et qui aident aussi à soutenir l'industrie et les activités de l'industrie minière. Fait que je vous recommande fortement aussi de regarder le membership de l'ICM national. Pour ceux qui participent pour la première fois, si vous avez une carte d'affaires, s'il vous plaît, je vous le dirai quasiment à genoux, mettez-en une là-dedans. Je le dis à toutes les fois, mais encore, la conférence du mois passé, il y a 2 adresses courriel que je n'ai jamais été capable de lire, puis quand j'ai deviné, ça rebondit. Fait que je n'ai pas pu envoyer le PDF de la présentation. Fait que si vous n'avez pas reçu le PDF de la présentation et vous savez que vous étiez présent, envoyez-moi un courriel. Je vais me faire plaisir de vous la retourner. Les gens en ligne, si vous avez des questions, pas de problème, écrivez-les dans le chat, puis ça va nous faire plaisir de poser des questions à la conférencière. Puis si vous changez d'adresse courriel, s'il vous plaît, n'hésitez pas à la communiquer. Les conférences, je leur mentionne encore, les conférences sont conservées sur la page Facebook d'ICM Amos.
Fait que vous pouvez la réécouter ou l'écouter en différé, ce n'est pas un problème. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vais aussi vous demander de couper le son sur vos cellulaires. Normalement, c'est fait sur le mien, mais... Il ne me reconnaît plus. J'ai d'empreinte digitale, il faut clair. Bon. La conférence de ce soir est donnée par Mme Lucie Mathieu. Elle a obtenu son doctorat en 2010 du Trinity College de Dublin, en Irlande, sur l'interaction entre les volcans actifs et les failles régionales de décrochement. Je ne me trompe pas, hein? OK. J'ai dû interpréter un peu. De 2010 à 2012, elle a travaillé sur la digue Coppercliff Offset à Sudbury. De 2012 à 2019, elle a travaillé pour le groupe de recherche Consorem. De 2017 à 2022, elle a été professeure à l'Université du Québec à Chicoutimi. De 2022 à 2023, elle a travaillé pour Cobalt Metals. J'aurais dû me pratiquer. Mais depuis peu, elle travaille maintenant pour la mine Odyssée. Elle est membre de l'OGQ et possède plus de 10 ans d'expérience en tant que géologue économique, pétrologue, ignier et structural, avec beaucoup d'expérience sur le terrain, en laboratoire et en analyse de données. Lucie, c'est à toi. Merci beaucoup. Je vais me permettre une toute petite correction. Je ne suis pas employé de la mine Odyssée. J'ai ma compagnie de consultation, en fait, c'est un contrat. Donc, je suis juste mais merci beaucoup pour l'introduction. Et merci également pour l'invitation. Là, c'est vraiment un plaisir de présenter ce soir. Alors, on va regarder si... Oh c'est correct. Donc, ce que je vais faire ce soir, je vais parler de modèles métallogéniques et de comment on les utilise dans un contexte d'exploration. Alors, je suis consciente qu'il y a probablement des géologues ici dans la salle et en ligne et des non-géologues. Donc, je vais essayer de le faire le plus vulgarisé possible. Mais n'hésitez pas à m'arrêter s'il y a une notion qui est, sur laquelle vous voulez que je revienne, que je l'explique en détail. Je ne suis pas obligée de passer à travers toutes les slides. Mon but, c'est plus de vous donner un aperçu de la discipline, de pourquoi on fait du modèle métallogénique, pourquoi on l'utilise, pourquoi on passe autant de temps à le préciser et à quoi il nous sert en exploration. Donc s'il y a vraiment des choses qui ne sont pas claires, ou sur lesquelles vous voulez qu'on passe 5-10 minutes, n'hésitez pas, manifestez-vous et puis on en discutera. Donc l'importance du modèle métallogénique en exploration et la façon dont il est utilisé concrètement, c'est le titre pour ce soir. Alors je vais faire ça en 3 parties. Je vais commencer par une introduction. Pourquoi la métallogénique? Ensuite, je vais décrire un des modèles qui nous est le plus utile. C'est un des modèles qu'on utilise beaucoup en Abitibi. C'est le modèle qui s'appelle le modèle des gisements de type orogénique. Je vais définir tous les termes, je vais vous expliquer ce que c'est. Et ensuite, on va voir des exemples. On va passer la dernière partie de la présentation à montrer quelle partie du modèle métallogénique peut être utile à tel moment de l'exploration ou pour telle affaire qu'on fait en exploration. Donc je vais essayer de faire ça le plus concret possible. Encore une fois, arrêtez-moi s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, avant de se demander pourquoi la métallogénie, on va se demander qu'est-ce que la métallogénie. Alors ici, j'ai mis la définition qui est la plus couramment acceptée. Donc on étudie des processus minéralisateurs, donc comment les minéralisations se forment. Alors il peut y avoir tout un tas de choses qui entrent en ligne de compte. Il peut y avoir du magmatisme, il peut y avoir des processus magmatiques, il peut y avoir des fluides qui circulent. On va parler de processus hydrothermaux. Je vais revenir sur tout ça. Donc les processus, comment se forme une minéralisation, comment on accumule par exemple de l'or à tel endroit de la croûte. Ça étudie aussi la distribution, pourquoi l'or est ici et pas là. Et tout ça dans la croûte terrestre. Donc c'est un peu inutile de le préciser, mais on ne va pas chercher les gisements dans le manteau. Et pour l'instant, on ne va pas les chercher dans les astéroïdes. Je sais qu'il y en a qui y pensent, mais pour l'instant, ce n'est pas fait. Donc la croûte terrestre. Et il y a une autre partie à la définition de la métallogénie, c'est de faire des liens entre le processus minéralisateur, donc on a le nez collé sur notre gisement, on voit l'or, comment il s'est concentré, pourquoi il est là,
Et puis on regarde aussi un peu ce qui se passe autour, au régional, à très grande échelle. Donc on va regarder le lien entre cette minéralisation et ce qu'on va appeler des processus tectoniques. Donc, je pense que vous avez tous étudié la tectonique des plaques. Je ne sais pas si ça se fait au cégep ou avant, mais en tout cas au secondaire. Donc on va regarder les liens entre justement notre minéralisation et cette fameuse théorie de la tectonique des plaques. C'est-à-dire qu'en fonction, est-ce que si on a une zone de subduction, vous allez avoir certains gisements. Si vous avez une orogène, une chaîne de montagnes, deux continents qui se rentrent l'un dans l'autre, vous allez avoir d'autres types de gisements, incluant celui dont on va parler ce soir justement, l'orogénique. Donc la métallogénie fait aussi des liens entre tout ça. Alors un petit peu d'histoire là-dessus, la métallogénie, ça fait un peu plus d'un siècle que le mot existe. Ça a été Cocorico, ça a été inventé, enfin en tout cas ça a été écrit pour la première fois par un Français, Delaunay, dans un de ses livres. Mais s'il l'a écrit dans son livre, ça veut dire que la discipline était, les pensées étaient suffisamment matures à ce moment-là pour pouvoir le mettre dans un livre. Mais en tout cas, ça fait plus d'un siècle qu'on a cette discipline et qu'on l'utilise pour l'exploration. Alors maintenant, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux modèles ? Pourquoi on utilise nos modèles on essaie de voir comment la minéralisation s'est formée. Pourquoi c'est aussi important que ça pour l'exploration et pour tout ce qui vient après ? Principalement, c'est pour aider à prendre des décisions le mieux possible, le plus efficacement possible. Et c'est aussi pour gérer les risques. Alors, je m'explique. Si vous avez une minéralisation, vous la forez, vous la voyez en surface, puis vous n'avez pas de modèle en arrière, vous ne savez pas par exemple que c'est associé, disons, à une structure et que votre minéralisation devrait avoir une forme de plan, le forage, vous allez pouvoir l'orienter en utilisant les forages précédents, mais ça va être moins précis que très tôt dans votre processus de voir, ok, mon or il semble être associé à cette structure, donc je vais faire en sorte de voir où ma structure passe et d'orienter mes forages en fonction de ça. Donc c'est un exemple très simplifié, mais quand je parle de gestion des risques, c'est ça, gérer le risque que le prochain forage ne pogne ou pogne pas, frappe ou frappe pas. Donc ce qu'on espère toujours avec ces modèles, c'est de mieux comprendre notre minéralisation et d'essayer de prédire dans quel sens elle va et quelle taille elle a pour au mieux placer, faire nos dépenses d'exploration au mieux, de la façon la mieux gérée possible, et incluant, ça inclut le forage, est-ce qu'il est bien positionné, est-ce qu'il a plus de chances de frapper si je le mets ici, plutôt que si je le mets au hasard. Ce qu'on essaye, c'est de faire mieux que de mettre le forage au hasard ou autre chose. Donc tout ça, si je le mets en plus de détails, donc la métallogénie sert à guider l'exploration. Alors j'ai mis à petite ou à grande échelle. Grande échelle, vous avez peut-être entendu ce terme grassroot. Donc quand on arrive dans une nouvelle zone, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. On va regarder des choses à très grande échelle. Est-ce qu'il y a une faille connue qui passe ? Est-ce que c'est important pour mon modèle ? Oui, non. Et en fonction de ça, je vais m'intéresser à cette faille. Et puis je vais peut-être claimer, faire de l'exploration le long de la faille. Si la faille n'est pas importante dans le modèle métallogénique, je vais m'intéresser à d'autres choses. Puis petite échelle, plus on se rapproche, on fait aussi de l'exploration autour de mines actives. Donc là, à plus petite échelle, avoir un bon modèle va aussi nous aider à orienter nos efforts d'exploration. Donc avec ça vient une réduction des coûts. Plutôt que de mettre nos efforts d'exploration au hasard, on va les cibler là où le modèle nous emmène, d'une certaine façon. Donc ça vient aussi avec limiter l'impact. Plutôt que d'aller dans tous les sens, on va essayer de le mettre à des endroits plus restreints dans l'espace. Donc ça limite toujours l'impact, j'entends impact environnemental à ce niveau-là. Et puis bien sûr, améliorer le calcul des ressources, parce qu'encore une fois, quand on comprend qu'est-ce qui affecte la minéralisation, si telle minéralisation est associée à telle lithologie et qu'on connaît très bien la lithologie, par exemple, il y a une unité lithologique qui contrôle la minéralisation, en surface, cette unité, elle est peut-être cartographiée, et donc ça nous permet de voir dans quel sens ça va et de dire la ressource, elle est probablement là-dedans, elle n'est pas en dehors. Donc si c'est plus facile d'avoir une unité lithologique, de la modéliser, de savoir dans quel sens elle va, de savoir quel est son volume, que au début d'un projet, de savoir exactement où est l'or. Donc si on a des guides comme ça, et tout ça, encore une fois, découle du modèle, j'essaie d'être assez général, on va voir des exemples après, ça va être beaucoup plus concret. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'aider à la prise de décision et de gérer les risques. C'est pour ça qu'on fait de la métallogénie. Alors vous allez me dire, les découvertes historiques, ça a été fait en marchant le bois, ça a été fait et c'est encore fait aujourd'hui par prospection. Donc on marche, on regarde les affleurements, on les échantillonne. Si ça donne, on a découvert quelque chose. Et puis on prend aussi des positions sur le terrain en fonction de ce qui est connu.
Donc la première chose qu'on fait, on met sur la carte, on met les indices d'or, on dit oh oui, là il y en a beaucoup qui sont ensemble au même endroit, je vais peut-être aller regarder ce qui se passe autour de ça. Et là, toutes ces choses-là ne font pas intervenir le modèle métallogénique, bien entendu. Donc c'est une objection qu'on peut me faire, oui c'est très beau les modèles, vous savez les géologues nous appellent parfois les pelleteux de nuages, vous êtes très bien dans votre monde, mais nous c'est notre méthode. Ben, je dirais oui, ça bien sûr, ça c'est toujours utile, ça ne sera jamais remplacé par le modèle métallogénique, il sera toujours utile, il a son utilité, et ça bien sûr c'est utile. Par contre j'ajouterai une chose, c'est que dans un endroit, ce qu'on appelle des endroits qui sont plutôt matures au niveau de l'exploration, et la BTB est un de ces endroits. Les découvertes en surface, celles qu'on peut faire en marchant le bois, la grande majorité ont été faites. Donc ce qu'on a besoin maintenant, c'est d'aller plus profond dans la croûte. Et pour faire ça sans modèle, c'est compliqué. Donc c'est pas pour nier ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est pas pour nier la valeur de ce que ça a une immense valeur. Continuer à courir le bois, à aller regarder des roches, à les échantillonner, à les comprendre, c'est encore extrêmement important. Mais utiliser des modèles métallogéniques, maintenant c'est quasiment un incontournable. Ça nous aide vraiment à cibler les choses. Donc voilà, j'espère que je vous ai bien vendu la sauce. Là maintenant, on va pouvoir passer dans le concret. Le modèle. Donc le modèle que j'ai choisi ce soir, celui que j'aimerais discuter, c'est celui qui porte le nom de or orogénique. Avant que je commence, est-ce que c'est les géologues, vous avez probablement déjà entendu ça, mais les non-géologues, est-ce que or orogénique, c'est une expression que vous avez déjà entendue? Non? Non. Ok. Donc on va prendre un petit peu le temps de définir. Dans ce cas-là, je vais passer un peu de temps sur cette diapositive. Donc là, j'ai listé tout un tas de noms. Les premiers font référence au type de gisement dont je vais parler ce soir. Donc de la façon la plus simple, des accumulations d'or dans la croûte. Et ce nom-là ici est intéressant, gold only. On voit ça dans très peu de publications, mais c'est assez intelligent de les appeler comme ça. Il n'y a que l'or qui est concentré. Et ça paraît pas grand-chose, mais c'est une caractéristique très très importante pour ces gisements-là. Vous avez des gisements qui vont concentrer l'or et le cuivre, ou l'or avec d'autres choses. L'or orogénique, ce type de gisement, ne va concentrer que l'or. Donc ce sont des gisements, il y a un fluide, on va le regarder plus en détail après, mais il y a un fluide qui circule, qui transporte l'or et qui le dépose. Donc de dire que c'est des gisements qui ne concentrent que l'or, ça veut dire que mon fluide a des caractéristiques assez particulières pour faire ça. Sinon il déplacerait d'autres choses. Donc le nom or orogénique, celui qui est le plus utilisé aujourd'hui, pour la petite histoire, c'est un chercheur australien, la Groves, qui a vraiment, je pense qu'il l'a inventé, mais s'il ne l'a pas inventé, il l'a popularisé très très fortement ce terme. Groves a débuté sa carrière à un moment où on avait des observations de terrain ou dans les mines de ce type de gisement, mais le classement, le modèle métallogénique était vraiment pas clair. On ne savait pas trop comment ça se formait. Donc il a vraiment fait beaucoup de travail et je vais présenter son modèle juste après pour vous montrer un peu le résultat de ce travail-là. Donc or, pour la principale substance concentrée, orogénique, c'est intéressant parce que ça fait référence aux chaînes de montagne. Et effectivement, vous regardez ce qui se passe aujourd'hui dans des chaînes de montagne actives ou des chaînes de montagne relativement récentes, quelques centaines de millions d'années. C'est dans ce contexte-là que l'or s'est accumulé, d'une façon assez générale dans la plupart des cas. Donc ce terme, il est intéressant pour ça, parce que ça fait référence au processus tectonique dans lequel on va pouvoir accumuler de l'or de cette façon. Il est intéressant, mais il a aussi des problèmes, ce terme, c'est qu'à l'Archéen, où la croûte était plus chaude, parce que la Terre, tout était un peu différent, la croûte était plus chaude, un petit peu plus molle, je ne pense pas qu'on avait des chaînes de montagne comme l'Himalaya. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qui nous reste de l'Archéen, le grade métamorphique, la distribution des roches métamorphiques n'est pas exactement la même, et ça nous donne une indication que l'Himalaya, ce n'était pas ça l'idée à l'Archéen. C'était quelque chose d'un peu différent. Est-ce qu'on utilise le terme orogénique quand même ? Les gisements qui sont autour de nous, là du côté de Val d'Or, Rouyn-Noranda, puis jusqu'en Ontario, on les appelle type or orogénique. Ça reste le terme le plus utilisé, même si au niveau géodynamique, on pourrait parler toute la nuit de à quoi ça ressemblait à l'Archéen. S'il y en a qui sont passionnés par les subductions, on pourra en parler après, j'ai mes idées là-dessus, mais là, c'est pas l'idée. Alors, un autre terme, or philonien. Alors, ce qui est intéressant dans ce terme-là, c'est que c'est descriptif. On modélise rien du tout, on ne fait pas appel à des interprétations. C'est de l'or dans des filons, souvent associés à des veines de quartz en fait. Donc ce terme est intéressant pour ça. L'autre terme ici, j'ai laissé en anglais parce que c'est difficile à traduire, structurally controlled, contrôlé par les failles, contrôlé par les structures, c'est aussi très très descriptif, c'est une des caractéristiques de ces gisements-là.
Sauf que je peux vous trouver des contre-exemples. Je peux vous trouver de l'or disséminé dans des formations de fer qui vont pas vraiment, ils vont être peut-être contrôlés par les structures à certains endroits, peut-être y avoir quelques veines ici et là, mais la majorité du gisement pourra avoir une forme très très différente. Donc l'appeler comme ça, c'est restrictif, mais ça englobe quand même beaucoup de ces types de gisements. Et puis mésothermal, hypozonal, je vais passer rapidement dessus, ça fait référence à la profondeur de mise en place. Mais hors mésothermal, vous l'entendez aussi. Donc si je me résume, gisement où il n'y a que de l'or qui s'accumule, qui se forme dans un processus où la croûte se déforme et en compression, même si, encore une fois, ça peut être plus compliqué. Donc pense à une orogène aujourd'hui. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à des filons, donc des veines de quartz associées. L'or est associé aux veines de quartz dans beaucoup de cas. Et avec un contrôle structural, ça veut dire qu'il y a une faille dans le coin, dans le portrait, et que votre or, il ne va pas être situé n'importe où par rapport à cette faille. Je vais faire juste une petite aparté. Est-ce que faille, c'est OK pour tout le monde? Ça, je veux juste être sûr avant de passer à la suite. Donc, des plans dans la croûte, le long desquels il y a eu du déplacement. Ça, c'est la définition d'une faille. Donc, les autres termes que j'ai mis ici, je les ai juste mis pour donner le goût plus aux spécialistes. C'est d'autres types de gisements assez connus dans lesquels il y a de l'or, mais ce n'est pas de l'or orogénique. Là, on est dans d'autres domaines. Gold plus à la fin, là on fait référence à un autre type de gisement dans lequel il peut y avoir de l'or à certains moments. Donc l'or peut être un sous-produit ou la substance principale. En tout cas, ça, il y a beaucoup, c'est juste pour dire qu'il y a beaucoup de contextes dans lesquels on peut accumuler de l'or dans la croûte, et donc qui ne sont pas forcément des contextes orogéniques. En tout cas, surtout quand on est en Abitibi, l'or orogénique, c'est le principal modèle qu'on a en tête. Toutes les mines d'or que vous avez, c'est principalement sur ce type de gisement qu'elles sont. Donc parlons-en un petit peu plus en détail. Alors là, pour finir avec la partie modèle, je vais vous présenter deux modèles qui sont les modèles avec lesquels on travaille le plus aujourd'hui. Le premier, le plus ancien, le modèle de Groves. Groves, ce chercheur australien dont je parlais précédemment. Alors Groves, ce modèle est contesté aujourd'hui, donc vous allez entendre beaucoup de choses négatives sur son modèle ou sur ce qu'il a fait sur les publications, peu importe. Il a eu le mérite de compiler les descriptions qui existaient au début de sa carrière et vraiment de faire le tri dans tout ça pour présenter un modèle cohérent. Ce qui est le rôle du métallogéniste, c'est de prendre les observations et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer pour accumuler l'or de cette façon, à cet endroit de la croûte, dans ces conditions-là, puisque ces gisements ont un certain âge, etc., etc. Donc Groves a eu vraiment ce mérite de lancer un modèle, l'un des premiers modèles, et de dire voilà, c'est une première proposition de comment l'or peut s'accumuler à tel endroit de la croûte. Alors avant d'aller plus loin, quand on fait de la métallogénie, il y a une question qu'on se pose souvent, c'est quel est l'âge de ces gisements? Ici, en Abitibi, ils sont néo-archéens, ils se forment vers la fin de l'Archéen. Vous allez en Nouvelle-Zélande, ils ont 200 millions d'années. Dans l'Himalaya, il y a probablement des chances que ça se forme encore aujourd'hui. Donc là, on a affaire à un type de gisement qui se forme depuis très longtemps et qui n'a jamais arrêté de se former à différentes étapes de l'évolution de la Terre. Vous avez d'autres gisements qui sont très restreints dans le temps. Je ne sais pas, les bifs par exemple, les grandes accumulations de fer qui sont liées à l'oxygénation des océans. Ça se passe à un moment de l'histoire de la Terre. Ça ne se passe pas avant, ça ne se passe pas après. Donc eux, ils ont un moment de formation. L'or orogénique, depuis le néo-archéen au moins, même si on a des gisements plus anciens, jusqu'à aujourd'hui. Tant que vous avez de la compression dans la croûte, tant que vous avez une chaîne de montagnes, vous pouvez réunir les conditions favorables pour accumuler l'or dans ce type de conditions. Donc ils n'ont pas de restriction de temps. Et ça, je vous le dis tout de suite, c'est quelque chose qu'on utilise en exploration, c'est-à-dire qu'on ne va pas se restreindre à une croûte de tel ou tel âge. On sait que dans des croûtes de différents âges, on a du potentiel. Après, il s'agit de voir s'il y a une chaîne de montagne ou pas. Donc ça, on va revenir dessus après. Alors, ceci étant dit, le modèle de Groves. Donc Groves, ici, ça c'est une de ses publications. Un modèle qui s'appelle le modèle du continuum. Alors pourquoi continuum? C'est parce qu'il imagine, je pense qu'il est encore vivant, il imagine une continuité entre la base de la croûte et la partie supérieure de la croûte. Donc là, je ne l'ai pas mentionné, ça c'est un schéma, c'est imaginer une coupe à travers la croûte continentale, la croûte terrestre,
vous faites une coupe depuis la surface ici quasiment jusqu'au manteau. Donc là, on voit une coupe à travers toute la croûte. Donc c'est ce que veut dire continuum, c'est que selon la théorie de Groves, on peut former des gisements d'or orogéniques à peu près n'importe où dans la croûte. Ça, je le signale tout de suite, ça c'est la partie qui est controversée aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi après. Mais oublions ça un instant. Qu'est-ce que nous dit Groves? Il nous dit, il faut ce qui est en noir ici sur le schéma, il nous faut une structure, il nous faut une faille, et une faille majeure. Donc une faille qui pourrait aller de la croûte supérieure, croûte moyenne, éventuellement pour avoir encore de l'influence dans la croûte inférieure. Ce n'est pas dans n'importe quelle condition qu'on forme des failles comme ça. Vous mettez deux continents l'un contre l'autre. Là, entre les deux, vous pouvez avoir des structures majeures. Donc c'est assez inhabituel. Donc ça, on aime ça, les choses inhabituelles en exploration, parce qu'on sait où aller. Donc une faille vraiment, vraiment importante. Donc un des critères pour dire qu'elle est importante, c'est d'avoir des preuves qu'elle traverse une grande partie de la croûte. Et qu'en carte, elle est assez longue. C'est-à-dire vraiment une faille importante. Et puis, non, c'est celui-là. La deuxième partie du modèle, on va parler de la source des fluides. Alors, là, je dois entrer un peu plus dans les détails de ce qu'est un gisement d'or orogénique. Alors, comme beaucoup de gisements, vous avez l'or qui est quelque part dans la croûte, qui est très dispersé, trop dispersé pour qu'on en fasse une mine. Pour ce type de gisement, vous avez ensuite un fluide qui entre dans le tableau. Ce fluide va circuler dans la croûte et il va ramasser l'or. Et si il ramasse l'or sur un suffisamment gros volume de roche, il va réussir à en ramasser suffisamment pour qu'éventuellement il puisse se charger suffisamment en or pour faire un gisement. Alors, quand je dis charger en or, hein, c'est vraiment très très peu à chaque fois que le fluide déplace. Mais si votre fluide circule longtemps, qu'il y a beaucoup de fluide, vous arrivez quand même à enclencher le processus, petit à petit. Donc le fluide va circuler, va prendre cet or à différents endroits de la croûte, et ensuite il va être canalisé par cette structure majeure, et arriver dans la structure, surtout si vous êtes dans la croûte supérieure, une faille, imaginez une faille active, une faille avec des séismes. Vous faites un séisme, qu'est-ce qui se passe pendant un séisme? S'il y a le fluide qui est là, pendant un séisme, vous avez localement une baisse de pression. Vous avez une ouverture très soudaine, et si vous faites une baisse de pression sur votre fluide, vous le perturbez, et vous le forcez à relâcher son or. C'est de façon très simple, c'est ça le modèle. Donc beaucoup de fluide, des sources d'or un peu dispersées partout, donc du fluide qui circule là-dedans, qui circule pendant longtemps, qui va ramasser cet or, et qui ensuite, le fluide va se retrouver dans la zone de faille parce qu'il est canalisé par elle, il remonte, et là votre faille bouge, un séisme, et là il dépose un petit peu d'or et beaucoup de quartz. Un autre séisme, un petit peu d'or, beaucoup de quartz, etc., etc., etc. Donc là, si votre faille n'est pas active, ça ne marche pas, en gros. Donc c'est pour ça que ça ne peut pas se produire selon le modèle, ça ne se produit pas une fois que l'orogène est érodé, que tout est fini, ça ne se produit pas avant, ça se produit pendant le processus de compression, pendant qu'il y a des failles actives, pendant qu'il se passe beaucoup de choses dans la croûte. Alors Groves, dans son modèle, ce qui était principal, c'était cette grande faille. Il ne parle pas trop de la source des fluides, sauf pour dire que ça peut être à peu près tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que le fluide peut venir du manteau, il peut venir du haut, il peut venir de l'eau météorique, il peut venir de la croûte, il peut venir éventuellement d'une intrusion, des fluides métamorphiques, ce que vous voulez en fait. Alors ça je le dis pour plus ceux qui sont spécialistes, c'est aussi une des choses qui a été remise en cause dans le modèle de Groves. Je vais vous le montrer après. Aujourd'hui, on pense qu'il y a plutôt une source principale pour ces fluides-là. On va regarder ça après. Et puis, ici, ça, encore une fois, ça découle de la même chose. Je l'ai mis ici pour les spécialistes. Dans le modèle de Groves, on ne se donne pas de restriction de profondeur ni de température pour former les gisements. Encore une fois, c'est quelque chose qui a été remis en cause aujourd'hui. Saint-Pic, etc. Je vais devoir parler un peu de métamorphisme après. Je vais juste être sûr que la notion est claire pour tout le monde. Est-ce que tout le monde est au clair avec le mot métamorphisme? C'est bon? Ok, donc le métamorphisme, je vais juste le réexpliquer rapidement. Vous avez en fait trois grands types de roches vous avez trois grands types de roches. Vous avez les roches d'origine sédimentaire. Imaginez le sable sur une plage. Puis ce sable, vous l'emmenez en profondeur, vous augmentez la pression et ça finit par devenir une roche du grès. Les roches sédimentaires. Vous avez ensuite tout ce qui est roche ignée. Roche magmatique, c'est la même chose, c'est synonyme. Vous avez un magma, vous avez une roche en fusion. Et cette roche en fusion va soit faire une éruption en surface, ou va s'arrêter dans la croûte et va refroidir. Et vous formez une roche magmatique comme ça. Donc roche magmatique, ça implique que ça a été une roche en fusion avant de refroidir.
Roche métamorphique, bah, c'est simplement vous prenez votre roche sédimentaire ou vous prenez votre roche magmatique, peu importe, ça peut être n'importe quel type de roche au départ, et vous mettez ça en profondeur dans la croûte. Vous augmentez la pression, vous augmentez la température, et là vous allez transformer les minéraux dans votre roche. Et ça s'appelle le processus métamorphique. À l'arrivée, vous vous retrouvez avec une roche métamorphique. Donc c'est simplement n'importe quel type de roche sur laquelle on a mis tellement de pression et qu'on a fait tellement augmenter la température qu'on a forcé les minéraux à changer. Pas de changement chimique, juste des changements de minéraux. Ça, c'est la roche métamorphique. Donc, quand je dis syn-pic, post-pic, etc., ces termes-là, ça fait référence au pic du métamorphisme. Parce qu'imaginez, je prends ma roche, je vais la mettre en profondeur, puis à un moment, je vais atteindre un maximum de profondeur. Généralement, juste après, j'atteins le maximum de température. Et ma roche, pour que je la voie aujourd'hui, il faut qu'elle remonte. Donc, elle remonte. Donc, vous avez un pic de pression et de température, la pression et la température maximum que la roche a atteint dans son voyage dans la Terre. Encore une fois, si elle ne remonte pas, je ne la vois pas, donc je ne peux pas en parler. Donc, il faut vraiment imaginer, vous avez une roche en surface ou subsurface, elle est enfouie, on augmente pression et température, on arrive à un pic et ensuite on remonte. Alors pourquoi je vous parle de ça, c'est que les gisements d'or orogéniques ne se forment pas en surface, ils se forment un peu en profondeur, dans un domaine où toutes les roches sont des roches métamorphiques. Et ici, les gisements d'or orogéniques se forment à ce maximum de pression-température, au pic du métamorphisme, ce qu'on dit syn-pic. Alors dans le modèle du continuum, vous verrez qu'avant, après, ça ne pose pas de problème, mais en fait la théorie aujourd'hui, c'est au pic ou quasiment au pic du métamorphisme qu'on va accumuler l'or. Pas trop avant, pas trop après, sauf dans des conditions vraiment très particulières. Voilà, puis le reste ici, ce que j'ai laissé ça en anglais, ça vient des articles de Groves. Je le laisse pour les spécialistes, ce sont des critères descriptifs. Donc par exemple, structure control, donc contrôlé par les failles, ça le modèle l'implique de toute façon, il faut une faille majeure, il faut que cette faille soit active, donc ça va bien sûr s'imprimer très fortement sur le gisement, ces deux faits-là. Des altérations avec on ajoute du CO2, carbonatation s'appelle, on ajoute de la silice, il y a une erreur ici, silicification, altération potassique éventuellement dans certains cas, seulement de l'or qu'on accumule, et un fluide avec une salinité faible, ça veut dire que c'est par opposition à des gisements la salinité très élevée comme des fluides qui sortent des magmas. Là vous avez salinité élevée. Ici, d'avoir une salinité faible, ça dit simplement que dans le modèle orogénique typique, il n'y a pas de magmatisme. On oublie ça, là, le magma, il rentre à la niche, on ne veut pas le voir. Je vous en reparlerai à la fin, mais pour l'orogénique, le modèle le plus classique, pas de magma. C'est vraiment un fluide. Un fluide, je vais vous montrer, ça vient du métamorphisme, en fait, ce fluide-là, qui va prendre l'or dans des très gros volumes de roche, qui va le déplacer et qui va finir par le déposer parce qu'il est perturbé par le fonctionnement d'une faille. Ça, c'est le modèle classique. Ok, puis le modèle avec lequel la plupart du monde travaille aujourd'hui, ça a repris des éléments du modèle de Groves et ça a ajouté une information très importante, vraiment essentielle. C'est d'où viennent les fluides, et je vais l'expliquer juste après, et ça restreint la profondeur de formation. C'est-à-dire qu'au lieu de dire mon gisement il peut se former à peu près n'importe où le long de cette faille, il va dire non, il n'y a que là, il n'y a que dans ces conditions de pression-température que ça marche. Ça ne marche pas au faciès des granulites. Il y en a qui sont intéressés à pourquoi, je peux en parler toute la nuit, pourquoi je ne pense pas que ça se passe au faciès des granulites. Donc je suis assez d'accord en fait avec ce modèle-là. Alors ça se passe, là encore une fois je suis obligé de parler de métamorphisme, de faciès. Alors je vais rapidement les faciès pour ceux qui ne sont pas familiers. Le métamorphisme c'est une augmentation de pression-température. Donc imagine on est à la surface, j'augmente la pression-température de façon modérée, je tombe dans une zone qu'on va appeler faciès des schistes verts. La BTB, il y a des roches vertes partout, c'est des roches d'origine mafique qui deviennent vertes au faciès des schistes verts. C'est ce type de roche qui a donné le nom, pour la petite histoire, du faciès des schistes verts. Donc j'augmente un peu pression-température, je me retrouve dans cette zone-là qui s'appelle faciès des schistes verts. J'augmente encore plus pression-température, je vais me retrouver dans le domaine des amphibolites, c'est le nom du faciès. Et j'augmente encore plus, là je vais aller chez les granulites, dont on ne parlera pas aujourd'hui. Donc c'est simplement des conventions, ces noms-là, pour parler de range, je suis désolée, j'ai le mot anglais ce soir, de range, de pression, pardon. Ouais, d'aller de là à là, en fait. Donc de pression-température, et puis ensuite un autre range pour l'amphibolite, et ensuite granulite.
Intervalles, merci. Merci. Donc, c'est des intervalles de pression-température, ces termes-là, schiste vert, amphibolite et granulite, etc. Donc, qu'est-ce que nous dit ce modèle? Ce modèle métamorphique, en anglais, dévolatilisation, le modèle de dévolatilisation métamorphique, c'est probablement plus clair pour en parler. Il nous dit qu'à la transition du faciès des schistes verts et du faciès des amphibolites, là, j'ai fait suffisamment augmenter la pression-température sur mes roches. Imaginez, les roches sont en subsurface, elles vont dans le domaine du faciès des schistes verts, la pression et la température augmentent. Et à la transition ici, c'est là que ça a suffisamment augmenté pour détruire des minéraux riches en eau et pour en former d'autres dans le faciès des amphibolites qui sont moins riches en eau. Et ce processus va relâcher une grosse quantité d'eau dans la croûte. Donc ça, en fait, quand on prend une roche, elle contient de l'eau en surface, et je lui fais augmenter sa pression-température, elle va relâcher son eau. C'est comme n'importe quoi, vous augmentez la température, vous séchez en fait votre roche, vous enlevez l'eau. Là, c'est un peu différent d'un séchage de surface. Vous allez modifier des minéraux qui contiennent beaucoup d'eau, vous allez les détruire et vous allez en former d'autres qui contiennent beaucoup moins d'eau. Et entre les deux, l'eau, il faut qu'elle aille quelque part, ça fait des fluides qui vont dans la croûte et qui vont se mettre à circuler. Et ça ne se passe pas de façon progressive, c'est-à-dire qu'on n'est pas, à chaque fois qu'on augmente un peu la température, l'eau part de la roche petit à petit, non. On est dans le domaine du métamorphisme, donc dans le domaine du métamorphisme, il faut attendre d'avoir atteint un certain palier, une certaine température pour modifier les minéraux importants comme la chlorite par exemple. Et quand vous atteignez cette température, là, toutes les chlorites se détruisent très très vite. Et c'est ça qui relâche beaucoup d'eau d'un coup. Et c'est ça qui est essentiel pour le modèle de l'or orogénie comme on le comprend aujourd'hui. C'est que ce processus métamorphique, il y a un moment, il y a une pression-température donnée à laquelle il y a beaucoup d'eau qui va être relâchée dans la croûte. Et c'est cette eau qui va circuler, qui va se faire des grandes cellules hydrothermales dans la croûte. Ça peut être des centaines de kilomètres. Quand je parle de grandes cellules, c'est à peu près l'échelle qu'il faut avoir. Et c'est cette eau qui devient un fluide hydrothermal à ce moment-là. Donc un fluide qui est chaud, qui a une certaine chimie, qui va aller ramasser de l'or à certains endroits et qui va aller ensuite le déposer dans la faille. Donc ce qu'a amené Phillips et Powell, c'est ces auteurs qui ont beaucoup poussé ce modèle, ils ont amené une source pour les fluides et un mécanisme pour le former, et donc une explication pourquoi on observait souvent les gisements d'or à cette transition entre le faciès des schistes verts et les amphibolites. Et ça a changé beaucoup de choses. Maintenant, on sait exactement quel type de roche aller chercher. Donc on va regarder la carte, on va dire ok, schiste vert, amphibolite, on va regarder entre les deux en gros. C'est ce que nous a amené en fait ce modèle, ça a été assez extraordinaire. Donc là, j'ai remis ce que ça voulait dire, un faciès des schistes verts, transition schiste vert amphibolite, température 300-350 degrés, pression aux alentours de 2 kilobars. Ça peut être plus ou moins, mais c'est aux alentours de 2 kilobars, donc quelques kilomètres dans la croûte. Jamais en surface, jamais en base de croûte. Vraiment pression, température très précise. Ok, donc avant que je passe aux exemples, est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là, niveau du modèle ou de ce genre de choses? Non? Alors, je vais commencer avec les exemples, je vois qu'il est déjà tard, donc arrête-moi. Ouais, ok. Ok, les exemples. Donc, tout ce que je viens de dire, c'est très théorique. Concrètement, en exploration, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Une fois que je donne cette masse d'informations à un géologue d'exploration, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc, le premier exemple, c'est un ciblage à très grande échelle, ce que je vais appeler le ciblage régional, c'est-à-dire aller choisir la bonne région du monde, et une fois que ça s'est fait, comment choisir un territoire dans des blocs qui font des centaines et des centaines de kilomètres carrés. Alors ce que vous avez à l'écran ici, c'est une reconstitution du Gondwana, donc c'est pas l'Australie, l'Antarctique, là ils sont beaucoup plus loin l'un de l'autre aujourd'hui, ça c'est une reconstitution, et ça montre une chaîne de montagnes mésozoïques ici, ça en montre en fait plusieurs, c'est de l'accrétion. Peu importe les détails, ce qui est important, c'est la ligne orange. On avait un processus orogénique ici, le long de la partie est du Gondwana, nord-est. Donc ici, on connaît, c'est un contexte géodynamique très particulier, la chaîne de montagnes, l'orogénie. Soit deux continents qui se rentrent l'un dans l'autre, soit un gros continent, puis un petit continent, ou des îles océaniques. Là, imaginez les îles comme on a aux Caraïbes, par exemple. C'est des îles au milieu de l'océan qui sont dues à un processus de subduction. Ces îles-là peuvent dériver vers un continent, rentrer en collision avec, et là vous avez le contexte favorable aussi. Donc une fois qu'on a tout ça, et encore une fois ça c'est très théorique, ces reconstitutions-là, il y a beaucoup de données, beaucoup de recherches qui va derrière. Vous replacez ici ce qu'on appelle aujourd'hui la Nouvelle-Zélande.
l'otago, qui sont des roches sédimentaires métamorphisées. Et là, vous comprenez mieux pourquoi il y a autant d'or dans les schistes d'otago. C'est parce qu'on était dans le contexte géodynamique favorable il y a, de mémoire, je pense que c'était il y a 200 millions d'années. Ces gisements d'or sont formés. Honnêtement, je ne les ai jamais visités, ceux de la Nouvelle-Zélande, tous ces gisements d'or, mais de ce qu'on m'a dit, c'est assez exceptionnel. C'est très très riche. Donc ça, c'est un premier exemple. Je sais qu'il me faut une orogène. Je suis dans ce contexte-là. Donc je vais regarder si je veux faire la prospection en Nouvelle-Zélande, est-ce que j'ai été dans le bon contexte à un moment donné de l'histoire de la Nouvelle-Zélande. D'après cette reconstitution et d'après ce qu'on voit sur le terrain en Nouvelle-Zélande, la réponse est oui. Donc on peut creuser. Encore un exemple de ciblage régional. Là, on est dans un autre contexte. On est dans ce qu'on appelle la ceinture de roche verte de l'Abitibi. Là, on est dessus en ce moment. C'est la plus grosse ceinture de roche verte du monde, à cheval entre le Québec et l'Ontario, au sud de ce qu'on appelle le craton du supérieur, c'est-à-dire de la croûte archéenne, qui a beaucoup évolué à la fin de l'Archéen au néo-archéen. Donc la ceinture de roche verte de l'Abitibi. Comment le modèle métallogénique nous aide pour faire du ciblage là-dedans? Parce que c'est immense, la ceinture de roche verte de l'Abitibi. Alors aujourd'hui, les découvertes ont été faites. Je ne vais pas vous dire qu'on prend le modèle, on part de zéro, puis on va aller chercher de l'or avec ce modèle-là. Non, on ne part pas de zéro en Abitibi, on sait déjà où sont beaucoup des gisements. Donc on a l'Abitibi ayant été prospecté très tôt. On s'en est servi pour établir le modèle métallogénique qu'on a aujourd'hui et qu'on va appliquer à d'autres endroits du monde. Mais il y a quand même des choses intéressantes à regarder ici. Si on arrivait aujourd'hui et qu'on n'avait pas les gisements d'or, ce qu'on regarderait, on se dit, bon, ça c'est la ceinture de roche verte. Au sud, j'ai ce qu'on appelle le Pontiac, c'est-à-dire quelque chose de différent, deux entités géologiques différentes. Et entre les deux, j'ai une très grande faille. La faille de Cadillac-Larder Lake. Puis j'en ai une autre ici au nord. Juste avec ces informations-là, on peut se dire, tiens, je vais peut-être aller regarder pour l'or. Ça ne veut pas dire qu'il y en aura, mais on est déjà dans des contextes favorables. On est au contact entre deux entités géologiques majeures et il y a une faille très très longue, très très grande, très importante qui sépare les deux. Encore une fois, il y a d'autres ceintures de roches vertes dans le craton du supérieur. Par exemple, en Ontario, il y a ce qu'on appelle le Wabigoon. Très grosse ceinture de roches vertes aussi, pas aussi gros que l'Abitibi, mais quand même gros, avec des failles sur le côté, mais beaucoup moins d'or qu'en Abitibi. Alors là, si vous voulez entrer dans ce débat-là, pourquoi il y en a une qui a de l'or et l'autre pas, on peut voir ça après, parce que ça aussi, c'est pas mal intéressant. Donc cibler ces grandes failles qu'on a maintenant sur beaucoup des cartes géologiques dans des pays, enfin la plupart des endroits du monde maintenant aujourd'hui, c'est une autre façon d'utiliser le modèle métallogénique, puisque le modèle métallogénique nous dit il faut une faille, et une faille vraiment importante, une faille qui a eu des chances de se retrouver à différents endroits jusqu'à très profond dans la croûte. Donc là, contact entre deux entités géologiques très différentes et très long en carte, ça c'est à peu près sûr que vous avez une faille majeure ici. Donc ça va nous permettre d'utiliser, c'est une autre façon d'utiliser le modèle. Alors l'Abitibi, ça me permet aussi de parler d'autres choses. Vous voyez ici les petits points qui ne sont pas vraiment en jaune, là ils sont en grisâtre. Vous voyez comment ça s'aligne le long de la faille Cadillac-Larder Lake et le long des failles ici plus au nord. Donc ça c'est pas parce qu'on n'a pas cherché autour pour ces types de gisements. Il y a vraiment une relation spatiale très très importante entre les failles majeures et ces gisements de type orogénique. Ce n'est pas quelque chose qui a été juste inventé, ce n'est pas juste un modèle, c'est vraiment quelque chose qu'on observe sur le terrain. La dépendance spatiale est très très claire. Ok, ensuite, vous pouvez me dire, ça c'est une carte très générale, vous voyez on est à cheval ici sur le Québec, l'Ontario, on est un petit peu ici Minnesota, Manitoba qui ne sont pas représentés. Et le code couleur ici, c'est ce craton dont je parlais juste avant, ce qu'on appelle le craton du supérieur. C'est-à-dire c'est un morceau de croûte d'âge archéen, principalement néo-archéen, mais c'est un morceau de croûte de l'archéen qui nous est resté aujourd'hui. Donc, si vous allez sur le côté du craton ici, là vous aviez des croûtes anciennes, mais elles ont été remaniées, il y a des nouvelles roches post-archéennes qui se sont formées, donc on n'est plus dans le craton. Donc des morceaux de la croûte très ancienne comme ça, il nous en reste beaucoup, il nous en reste en Australie, il nous en reste plein en Afrique, en Amérique du Sud, etc. Quand c'est d'âge archéen, principalement d'âge archéen, on appelle ça des cratons. Voilà, c'est une convention. On peut traduire ça par vieille croûte, mais je trouve pas ça très élégant. Craton, c'est très bien. Donc ça, c'est le craton du supérieur. Encore une fois, c'est assez impressionnant. C'est le plus gros, c'est la plus grosse masse de croûte continentale archéenne qui nous reste aujourd'hui. Continue de cette façon. Donc on bat beaucoup de records au Québec, Ontario.
Et donc une question qu'on peut se poser, c'est, dans le craton, il y a principalement 3 types de roches, si je simplifie beaucoup. Il y a les roches magmatiques dont je parlais tout à l'heure, qui vont avoir beaucoup de quartz, ça va être des roches qu'on va dire intermédiaires felsiques, donc souvent beaucoup de quartz dedans. C'est tout ce qui est en rosâtre ici. Il va y avoir en bleu des grands bassins sédimentaires, soit orientés est-ouest, soit plus diffus, plus compliqués dans leur orientation, comme au Québec ici, comme à la baie James. Et puis il va y avoir ce qui est en vert, donc ce qui contient beaucoup de roches volcaniques. Ceinture de roches vertes, c'est ça, c'est des accumulations de roches volcaniques, principalement des basaltes, il n'y a pas que ça. Des volcans subaériens comme le volcan du Blake River du côté de Rouyn-Noranda. Ça, c'est un volcan dont on reconnaît encore des structures très volcaniques, des structures de subsurface, comme des spattercones, c'est très impressionnant. Donc la définition de la ceinture de roches vertes, c'est ces accumulations en fait, de roches volcaniques et principalement des coulées de basalte. Donc on regarde ça, il y a quand même beaucoup de surface à prospecter. Est-ce qu'on ne pourrait pas gagner un peu de temps et cibler les roches hautes importantes? Le modèle métallogénique va vous dire que oui. Je vous ai parlé avant de roches qui se perdaient leur eau dans le métamorphisme et qui relâchaient beaucoup de fluide. La reine des roches pour faire ça, surtout à la transition schiste vert amphibolite, c'est la roche mafique, c'est-à-dire le basalte. Vous avez des grosses accumulations de basalte. Si vous mettez ça en profondeur, quand vous allez transitionner entre faciès des schistes verts et faciès des amphibolites, ça fait partie des roches qui vont vous relâcher le plus d'eau. Et simplement ça veut dire que vous avez plus de chances de former des cellules hydrothermales de grande taille et qui ont une certaine durée dans le temps, parce qu'un processus orogénique, c'est assez long. Et donc, plus il y a de fluide, plus les cellules sont importantes, plus ça dure longtemps, plus vous avez de chances de ramasser suffisamment d'or pour faire un gisement. Donc, avoir beaucoup de basalte, c'est-à-dire avoir une ceinture de roches vertes, ça a l'air d'être très très important. Je fais l'impasse sur tout ce qui est dans les formations de fer, ça nous entraînerait trop loin ce soir. Je vais m'en tenir au modèle principal, surtout celui qu'on a en région, c'est celui-là. Donc la réponse, si on me dit est-ce qu'il n'y a pas une roche qui est mieux qu'une autre, dire oui. Tous les polygones qui sont en vert ici sont beaucoup plus prospectifs que les polygones qui sont en rose. Et donc ça diminue beaucoup le rayon de recherche. Ensuite, vous pouvez me demander, est-ce qu'il faut une immense ceinture de roche verte comme la BTB ou des petits lambeaux, ça marche? Je vous dirais, la taille n'est pas importante dans ce cas-là. Oui, à chaque fois, oui, je sais. On en parlera après. Mais en tout cas, il y a, pour ceux qui ne me croient pas, allez voir du côté de Griffin's Find, c'est un gisement en Australie qui est dans un tout petit lambeau de ceinture de roche verte. Donc même les petites ceintures de roche verte qui ont peut-être été démembrées, leur est peut-être arrivé certaines choses après leur formation, peuvent contenir des gisements d'or orogéniques et des gisements intéressants. Donc principalement c'est le type de roche qui est important ici. Ok, une chose, là j'ai fait, excusez-moi, oui. Une chose que je ne vais pas aborder ce soir, encore une fois on pourra en parler après si vous êtes intéressés, c'est tout ce qui concerne la source de l'or, c'est-à-dire on s'est posé très tôt la question pourquoi en Abitibi il y a autant d'or alors qu'au Wabigoon il n'y en a pas, ou très peu. Ça, on pourra en parler toute la nuit, donc je ne vais pas l'aborder ici, mais sachez qu'il y a... c'est des choses sur lesquelles on réfléchit et ça fait encore partie des choses qu'on peut intégrer dans le modèle métallogénique pour dire cette ceinture de roche verte là plutôt que celle-là. On sait que le critère taille ne marche pas. Ça ne permet pas de distinguer celles qui ont de l'or et celles qui n'ont pas d'or. Mais il y a sûrement d'autres contextes. Là, on rentre plus dans des contextes dans des critères chimiques qui vont nous dire ok, plutôt là que pas là. Mais ça, on peut voir ça après parce que ça nous entraînerait trop loin. Alors, une autre chose du modèle, ce qui est très pratique dans ce modèle, c'est qu'il nous dit c'est telle pression, telle température. Et une roche, quand vous l'avez en surface, vous pouvez savoir à quelle pression et température elle a été enfouie. Je vais me reposer la voix 5 minutes. Est-ce que quelqu'un sait comment on peut interroger une roche? J'ai une roche là devant moi. Comment je sais à quelle pression et température ça a été enfoui au maximum? Le pic du métamorphisme avant de remonter. Comment on sait ça? Quelqu'un a une idée? Pardon? Ah, tu interrogatoire. J'ai beaucoup essayé ça. Non. Alors, on va l'analyser, on va aller effectivement regarder des critères chimiques. Alors, je vais le faire rapidement parce que pour si jamais il y en a qui n'ont pas entendu parler de la méthode, vous vous intéressez un peu à ça, c'est un domaine qui est passionnant, donc je vous encourage à aller creuser. Vous allez regarder les minéraux et vous allez regarder la chimie qu'ils ont. Parce que vous avez certains minéraux, par exemple la chlorite ou l'amphibole, ça marche très très bien. Quand vous augmentez la pression-température, son contenu par exemple en aluminium va varier. Et donc on appelle ça des baromètres ou des géothermobaromètres quand ils vous donnent et température et pression.
sont des minéraux dont la composition chimique varie en fonction de pression et température. Donc vous retrouvez ces minéraux-là et vous faites une analyse, que ce soit la microsonde ou ce que vous voulez. Vous déterminez sa composition chimique, vous faites référence à des chartes et vous avez la pression-température maximum à laquelle la roche a été enfouie. Alors pourquoi maximum? C'est parce que quand une roche est enfouie, ces minéraux vont être fortement modifiés au maximum de pression-température et ensuite quand ça va remonter, vous avez de la chance, il y a peu de modifications qui se produisent. Donc c'est pour ça qu'on touche souvent à la pression-température maximum et c'est l'information dont on a besoin ici. Donc le modèle métallogénique nous dit il faut que vous soyez à la transition des schistes verts amphibolites, c'est là qu'on a la plupart des gisements. Et bien simplement sur le terrain, vous faites ce genre de mesure où il y a d'autres observations moins coûteuses à faire et vous regardez est-ce qu'il n'y a pas un endroit sur le terrain où on est dans ces conditions-là. Donc voilà ce que ça donne quand on regarde et puis qu'on compile les données et qu'on y va, on cherche cette transition. Encore une fois, ça c'est la BTB, côté Québec, côté Ontario. Et là, ce que vous avez dans le code couleur, c'est ces conventions, ces fameux intervalles de pression-température dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les faciès métamorphiques. Et donc je cherche schiste vert amphibolite, donc je vais chercher la transition entre le vert pâle ici, voire vert foncé, et le orange. Vous voyez ici au sud, Larder Lake, la faille de Cadillac Larder Lake, elle est en plein dans la transition. Donc c'est pas le seul exemple où ça marche, mais ça c'est une indication supplémentaire. Alors pas facile à appliquer dans des endroits où on n'a pas beaucoup de cartographie, on n'a pas beaucoup d'informations. Mais bon, au Québec, en Ontario, on a de la chance, et Geological Survey, puis dans le reste du Canada, il y a beaucoup de travail et c'est des informations auxquelles on peut avoir accès. Donc ça aussi, ça va nous guider en exploration. C'est une autre façon dont on utilise le modèle. Là, très rapidement, un mot là-dessus. Certains gisements, après s'être formés, ont subi du métamorphisme. C'est-à-dire qu'on a augmenté la pression-température encore et on les a déformés en plus, juste pour simplifier les choses. Je le signale pour les géologues, si vous avez un intérêt pour ça, là on entre dans un domaine qui est passionnant, il y a quelques exemples. Vos gisements sont très différents de ceux dont on a l'habitude de voir le long de la faille, Cadillac Larder Lake. Vous avez des exemples, je vous donne des noms comme ça, Challenger en Australie. Lui, il a été mis au faciès des granulites, tout a changé dedans. Éléonore pourrait rentrer dans cette catégorie-là, parce qu'il y a quand même eu des modifications après la mise en place de l'or, etc. Là, pourquoi c'est important aussi en exploration, c'est que si on ne comprend pas que après s'être formé, le gisement a encore subi de la déformation et de l'augmentation de pression-température, il y a beaucoup de choses dans l'orientation des veines, la forme du gisement qu'on ne va pas comprendre. Donc je ne vais pas plus loin là-dessus, mais juste pour dire que là, on tombe dans quelque chose qui est très difficile à travailler, mais qui vaut le coup d'être travaillé parce que ça nous permet de réduire encore une fois nos risques, de mieux comprendre le gisement, de savoir dans quelle direction il va et pourquoi, etc. etc. Alors, utilisation des failles. Encore, ça, c'est une diapositive que j'aime beaucoup parce qu'elle nous montre le résultat d'une analyse structurale. Encore une fois, on est le long de la Cadillac Larder Lake. Elle est tellement belle, cette faille, que pourquoi aller plus loin. Ici, le code couleur, c'est le résultat d'un modèle numérique qui a essayé de voir où était distribuée la pression quand la faille a bougé, quand elle a subi un séisme. Elle a bougé un peu, où étaient les zones de basse pression et où étaient les zones de haute pression. En gros, où étaient les zones de haute pression, d'où le fluide a eu le plus de chances d'être chassé, et où étaient les zones de basse pression vers lesquelles le fluide a pu aller et déposer son or. Ça marche comme les vents, de la haute pression vers la basse pression. Donc ça, c'est un modèle qui est déjà assez compliqué, il est en 2D, on peut les faire en 3D aussi avec ce logiciel-là. Et ça, si vous le répétez suffisamment en modifiant les paramètres, vous pouvez statistiquement voir où étaient les zones de plus faible pression. Après, vous simulez plein de séismes différents à différents endroits de la faille. Vous dites, OK, statistiquement, c'est là qu'il y a le plus de basse pression. Et donc, c'est là que j'ai le plus de chances d'avoir de l'or qui s'est accumulé. Alors ça, c'est très peu utilisé parce que c'est des modèles qui sont assez complexes à mettre en œuvre. Mais voyez le potentiel de la chose. Vous avez une très longue faille avec une forme assez complexe. La Cadillac Larder Lake, ce n'est pas une ligne droite. Elle a une forme assez compliquée. Donc quand vous faites bouger votre croûte de part et d'autre de ça, ça ne se passe pas de façon très simple. Donc vous avez des zones en basse pression et en haute pression. Donc ça peut être utilisé aussi pour cibler. C'est aussi utilisé pour essayer de comprendre pourquoi à certains endroits de la faille, il y a une régularité, c'est-à-dire qu'il y a un gisement tous les 20 km. C'est quand même assez mystérieux. Donc ce genre de modèle peut aussi expliquer ça, puis aider à cibler sur d'autres failles. Je vais aller rapidement pour le reste. Ça, c'est assez simple. On sait que la faille est importante. On sait que le gisement, ça ne va pas être un patatoïde, ça va être quelque chose de plutôt planaire ou en cigare.
Au moins sur la forme, et ça c'est vraiment la base de chaque modèle métallogénique. Si je dis VMS, je vais penser à lentilles. Si je dis porphyre, je vais penser à une espèce de gros amas avec une forme assez complexe, voire recoupée. Si on me dit or orogénique, je vais penser à une structure planaire, voire à des cigares pour des horseshoot là pour mon gisement. Donc ça, j'aurais dû le passer au début parce que ça c'est une des premières choses qu'on veut savoir, à quoi ça devrait ressembler en 3D avant de se mettre à faire trop de forage ou à faire le modèle 3D. Ok, l'altération hydrothermale, le modèle nous dit que c'est des fluides qui sont chargés en CO2. Ils ont au moins ça. Ils ont peu d'autres choses, c'est pour ça qu'on a peu d'autres types d'altération, mais il y a au moins le CO2. Donc, qui dit CO2 dit que le CO2 va rester dans la roche et va faire ce qu'on appelle une altération hydrothermale qui s'appelle carbonatation. Et ça, quand vous mettez du CO2 dans une roche, vous modifiez très fortement ces minéraux. Là, vous avez un cas extrême. Au départ, ça, c'était une roche ultramafique, c'était une comatite. Comatite, c'est censé être gris foncé noirâtre sur le terrain. Là, on a complètement changé de palette de couleurs. On est plus dans le rouge brique. Et ça, c'est à cause de cette fameuse altération qu'on appelle carbonatation. Donc ça, sur le terrain, ça saute aux yeux. Donc une fois qu'on sait qu'on cherche ce type de gisement, on va aller porter attention à cette altération très particulière qui, encore une fois, se voit bien, surtout quand on est dans ce type de roche. Ça, pour la petite histoire, les fractures là qu'on a dans tous les sens ici, c'est parce qu'on a modifié le volume de la roche pendant l'altération. La roche ultramafique n'a pas ce genre de texture au départ. C'est un peu comme une flaque de boue, là, quand vous retirez de l'eau, vous avez des figures de dessiccation qui existent, enfin qui apparaissent plutôt, parce qu'en enlevant l'eau, vous changez le volume. Ça a été comparé à ces figures de dessiccation ici. Ok, ça je vais passer rapidement, c'est parce que dès qu'on a du magmatisme dans le portrait, on change beaucoup de choses sur le gisement, on change des choses sur sa forme, mais aussi sur sa chimie. Donc il est déjà assez tard, je vais passer ça. Juste finir rapidement les 2 dernières slides, en disant qu'avoir un bon modèle, ça aide aussi beaucoup pour cette discipline qu'on appelle la géométallurgie. Alors la géométallurgie, j'aime beaucoup, ça se développe beaucoup en ce moment, enfin depuis des années, ça fait longtemps qu'on en parle, parce que ça permet de réconcilier ce qu'on sait en géologie et de parler aux métallurgistes. On avait toujours un gap entre les deux, la géométallurgie permet de le combler et ça c'est très intéressant. Le modèle métallogénique, ce qu'il va nous dire, c'est pour l'or orogénique, on va s'attendre à certaines choses. On va s'attendre soit des grains d'or de différentes tailles, selon le contexte, ou à de l'or invisible, c'est-à-dire perdu dans la pyrite qui est un sulfure. Ici, on va un peu plus loin, c'est un contexte très très particulier, c'est des gisements qui ont été métamorphisés, il y avait de l'arsénopyrite au départ, c'est devenu la lolingite, etc. Je vous épargne les détails. Mais ici, comme ça a été décrit dans le détail, on sait exactement ce qui s'est passé pendant le métamorphisme. On peut expliquer pourquoi les grains d'or ont cette taille et cette distribution. Et ça, encore une fois, je vous renvoie pour les spécialistes aux articles de Tompkins et collaborateurs, il en a fait plusieurs qui sont sur ce sujet-là, pour avoir les détails. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est le résultat, c'est-à-dire qu'une fois qu'on comprend quelle est la taille des grains d'or, quelle est leur distribution, qu'est-ce qui les contrôle, est-ce que c'est toujours dans un lolingite ou au contact avec l'arsénopyrite, etc. Ben vous avez quelque chose, une information qui est très très importante à transmettre à votre métallurgiste. Et c'est ça, la géométallurgie, c'est d'utiliser la compréhension que les géologues ont de leur gisement, et surtout des minéraux, et de la distribution des éléments dans ces minéraux, des éléments d'intérêt dans ces minéraux, pour pouvoir parler au métallurgiste et lui donner des indications qui vont l'aider plus tard dans le processus. Et je finirai là-dessus, la géométallurgie, c'est aussi, on a aussi besoin, enfin, on parle de minéraux, on parle de la chimie de minéraux, donc s'il y a un contaminant dans le gisement, on va le voir en géométallurgie, en pétrologie aussi. Vous allez pouvoir dire, ouais, il y a beaucoup d'arsenic ici, est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas? Voilà le type de choses que la géométallurgie peut apporter, et à ce niveau-là, c'est assez extraordinaire. Et puis ça peut être autre chose. Alors là, j'ai mis un cas extrême, encore une fois, un article de Tompkins, ça c'est des sulfures qui ont subi de la fusion partielle. Donc quand ils ont refroidi, c'est devenu à peu près tout ce que vous pouvez imaginer, voire des minéraux inconnus. Je crois qu'il y a des points d'interrogation ici sur certains schémas. Donc ici, il y avait pas mal, je ne veux pas dire des cochonneries, en fait, il y avait pas mal de choses dans le sulfure. Et donc ça, on le sait très tôt dans le processus, ça ne veut pas dire que ça tue le projet, mais ça veut dire au moins on a l'information et on peut agir en conséquence en arrière. Donc voilà, il me reste à vous remercier pour votre attention. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Ben, merci Lucie. Des questions?
Petite question comme ça. On se rend compte que le modèle métallogénique, c'est par rapport à l'or. As-tu étudié d'autres possibilités comme les terres rares, le lithium ou le cuivre comme tel? Parce que on voit que tout le fluide qui fait que l'or va se concentrer. J'aimerais voir si tu as poussé là, dans les autres minéraux. Oui, 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 très bonne question. Donc oui, je voulais pas donner cette impression-là. Ce soir, j'ai choisi de parler de ce modèle-là. Mais la métallogénie, ça englobe beaucoup d'autres types beaucoup d'autres métaux ou de substances. Donc il y a un modèle pour les pegmatites à lithium, il y a un modèle pour les gisements de fer, etc., etc. J'ai une déformation professionnelle, je suis métallurgiste. Oh, ok. Bon bah, il faut qu'on apprenne à se parler entre géologues. Mais oui, il y a des modèles pour beaucoup de gisements. Vous mentionniez les terres rares. Là, il y a des modèles. Hein, mais là, on est dans le domaine magmatique. Le domaine magmatique, c'est un peu de ma spécialité. Et c'est compliqué. Parce que dès qu'on a un magma dans le portrait, il va ici, il va là, il relâche des fluides, ça se recoupe. Il y a différents éléments. C'est pas juste l'or, il y a plein de trucs. Il y a de l'altération dans tous les sens. On est une coche au-dessus dans la complexité, quoique le modèle orogénique avec ses failles dans tous les sens, ça peut être assez compliqué aussi. Mais oui, il y a des modèles pour tout ça. Oui. Merci, Lucie. En passant, tantôt, tu posais des questions, puis je les ai manquées. Les gens en ligne t'ont répondu. Oh, ok, bah merci beaucoup. Ils nous suivaient. Est-ce qu'il y a des questions, François, à propos des gens en ligne? Non? Ben, il va falloir te réinviter pour parler des autres modèles là, pour Sébastien. Oula, on n'a pas fini. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Merci, très intéressant. Je vais inviter Amélie pour remettre la toile à notre conférencière. Merci beaucoup. Wow. Très très beau. Merci. Oh. Merci beaucoup. Merci Amélie. Puis, vous avez remarqué qu'elle porte déjà le polo. Hey. Merci Lucie. Merci. En fait, on l'a attrapée, elle sortait du terrain. Fait que, plutôt que de s'habiller comme il faut, ou beaucoup plus, elle s'est habillée propre avec le polo d'ICM. Quelques petits mots. Notre prochaine conférence, c'est dès la semaine prochaine, mardi prochain, à Lassar. C'est James Maxwell et deux de ses collègues qui vont venir nous parler de First Mining Gold. Puis la prochaine à Amos, c'est le 12 décembre. C'est Olivier Grondin de SOCAM qui va venir nous présenter. Fait que je vais souhaiter une bonne fin de soirée aux gens en ligne. On se revoit bientôt. En passant, la conférence à Lassar ne sera pas live en ligne. Elle va être enregistrée et déposée sur Facebook, mais ne sera pas live.